Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, car Emmanuel Macron a présidé vendredi dernier le Conseil de défense dédié à l'énergie. C'est donc le dernier modèle en date, cette fois-ci consacré à l'énergie, après celui de la saison précédente, consacré à la crise de la Covid, le Conseil de défense sanitaire, et puis après le modèle plus traditionnel, celui prévu par l'article 15 de la Constitution, qui dans l'esprit de la Constitution donc permettait au chef de l'État et au Premier ministre de débattre avec les ministres régaliens du gouvernement des grandes orientations de la politique de défense et d'arrêter les décisions en matière de direction générale et militaire de la défense. Donc voilà, on est passé du militaire au sanitaire, puis à l'énergétique. Alors cette extension de domaine de la lutte d'Emmanuel Macron, bien que prévue par un décret, le décret de 2009, ne constitue-t-elle pas en soi un danger pour notre démocratie? Cette nouvelle façon de gouverner en huis clos avec des délibérations classées secret défense est-elle vraiment justifiée par un enjeu régalien majeur? Est-il normal que le régime d'exception soit devenu la norme depuis maintenant plus de 2 ans? C'est la question que je pose à mes deux invités. Guilain Benessa, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg et auteur de ce livre « L'état de droit à l'épreuve du terrorisme » et de ce dernier livre « Le totem de l'état de droit » aux éditions de l'Artilleur, les deux. Bonjour Clément Schuller. Bonjour. Bonjour, vous êtes magistrat, membre du syndicat de la magistrature, auteur participant à l'ouvrage collectif La Doxa du Covid, tome 2, enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise du Covid, et dirigé par Laurent Muchelli aux éditions Éoliennes. Et je tiens à signaler que vous avez également, avec Laurent Muchelli, publié une tribune, un article dans le journal Futurible, publié en juillet-août 2022. Covid, état d'urgence et liberté publique. Les libertés qui fondent la démocratie sont-elles solubles dans la lutte contre une épidémie? Et ça rejoint également notre sujet. Alors peut-être pour commencer, je vais vous donner la parole, Guilain Benessa, concernant cette nouvelle forme de Conseil de la défense, cette fois-ci dirigée vers l'énergie. Alors, disons qu'on repart sur la même base et on poursuit. Oui. Moi, ce que j'observe, ce qui m'intéresse dans la manière dont Emmanuel Macron voit son second mandat et donc la crise énergétique, c'est quand même, alors il y a pas un mensonge, il y a une présentation du second mandat qui avait été, vous savez, vous rappelez, je pense Clémence, comme tout le monde d'ailleurs, plus rien ne sera jamais comme avant, en quelque sorte. J'ai compris mes erreurs, etc., dans lesquelles on mettait notamment la crise sanitaire, la gestion de la crise, les vaccins, enfin bref, l'épisode invraisemblable qu'on a connu depuis un bout de temps. Mais plus profondément, ce qui m'intéresse, c'est que, et beaucoup plus profondément, j'ai envie de dire, c'est d'en revenir à ce qui devient petit à petit norme depuis 20 ans. En fait, à la suite du 11 septembre, dans une circonstance qui était à l'époque le terrorisme, aux États-Unis, on pullulait les articles juridiques sur le fait que finalement, la meilleure des façons de gouverner, c'est de confier les clés du camion à l'exécutif, au gouvernement, aux États-Unis à l'époque, mais dans l'idée que finalement les crises du contemporain donnerait naissance à une nécessité de célérité, de rapidité d'action. En gros, moins on est nombreux, moins on discute, et plus on va vite. Donc, finalement, une crise se gère en comité restreint. C'est une forme de comitologie également, c'est-à-dire que les comités, finalement, les petits comités font mieux qu'une chambre, un parlement, etc. Ce que j'observe, c'est que Emmanuel Macron, mais il n'est pas du tout le seul là-dedans, Emmanuel Macron est quand même à l'origine le représentant, ni plus ni moins, d'une France qui se voulait moderne, ouverte, la fameuse Startup Nation, c'est-à-dire compatible avec une modernité liquide qui tend à la transparence, l'ouverture. Et oui, on pourrait rajouter libéral. Libéral, exactement. Un régime libéral, j'allais dire officiel. Et d'ailleurs, il s'était fait élire, je parle de la première élection, sur la promesse que la France, cette fois-ci, entrait dans une ère libérale qu'elle n'avait jamais véritablement touchée du doigt. Et finalement, et c'est un paradoxe, mais que je trouve en réalité très profond, c'est une identité de ce type de modernité souriante qui cache bien son jeu, c'est qu'en fait, ce sont les premiers à, sans aucun problème, basculer dans... Alors, vous dites régime d'exception, j'ai envie de dire plutôt régime d'un exécutif renforcé, régime d'exception par un peu excessif, mais admettons. En tout cas, n'ont pas de problème pour marcher sur les plates-bandes du Parlement, s'asseoir sur les principes même d'un parlementarisme traditionnel, s'asseoir sur la transparence qui était pourtant au frontispice de ce nouveau régime, et finalement, cas un cas, adapter un régime particulier dans des situations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et je finirai quand même là,
parce que moi, les bras m'en tombent un peu. J'ai vu que certains de mes confrères, notamment, disent c'est pas grave la façon de faire, parce que de toute façon, vu que c'est énergétique, mais vu qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a des relations diplomatiques, donc du secret défense. Alors là, les bras m'en tombent. Ça veut dire que parce qu'il y a des relations diplomatiques entre certains États qui sont concernés par la guerre, on ne peut pas parler d'énergie au Parlement. Je veux dire, avec la représentation nationale. C'est un petit peu délirant tout de même comme manière de présenter les choses. Que une vraie guerre que la France, je veux dire, mènerait, puisse conduire à du secret défense, j'entends bien. Maintenant, le prix du gaz, le prix de l'électricité, la crise énergétique, dont on sait très bien qu'elle va avoir des effets en France à très court terme, en tout cas à moyen terme, qu'on ne puisse pas avoir des moyens d'enquête, un contrôle parlementaire là-dessus, me paraît délirant, et surtout la poursuite en réalité d'une covidisation, j'ai envie de dire, de la politique, c'est-à-dire d'une forme de sanitarisation, de rapidité, de célérité, comme je le disais, qui devient un mode d'exercice quasi normal du pouvoir. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que normalement, le Conseil de défense est prévu, en effet, pour des questions militaires de défense. Et pourquoi ? Parce qu'il faudrait éviter qu'un ennemi potentiel ait accès à certaines informations. Mais là, alors, pour la Covid, quel était l'ennemi ? Qui aurait pu avoir accès à ces informations ? Et la question peut être la même pour celle de l'énergie. Clément Schuller. Oui, eh bien écoutez, je vous remercie déjà beaucoup pour votre invitation. Je précise d'où je parle. Donc je suis magistrat, je suis membre du syndicat de la magistrature, une organisation syndicale qui a plutôt une ligne gauche, si je puis me permettre, et qui surtout a dans son objet social la défense des libertés. Et donc ce qui me paraît évident quand même face à cette situation, c'est qu'il faut souligner qu'on est, et je rejoins tout à fait Guilain Benassa sur son analyse sur ce point, dans une véritable banalisation du droit d'exception, c'est-à-dire que, et c'est un peu sur la longue période, il faut effectivement remonter au début des années 2000, puisque, rappelons-le quand même, en France, en 2005, on a pour la première fois depuis la guerre d'Algérie, donc ça faisait 40 ans, une bonne quarantaine d'années, plus de 40 ans, un état d'exception qui était édicté à la suite de troubles dans les banlieues. 2015, un état d'urgence en 2005. 2015, à nouveau un état d'urgence pour antiterroriste qui va durer pendant 4 ou 5 ans et qui va bouleverser complètement l'architecture juridique, en particulier les pouvoirs de l'autorité judiciaire. Et en 2020, l'état d'urgence sanitaire et les différentes lois d'exception, avec effectivement ce mode de gouvernement très particulier, c'est-à-dire Conseil de défense, qui se réunit régulièrement depuis le début de la crise sanitaire. Donc en fait, cette modalité est en train de devenir véritablement une modalité normale d'exercice du pouvoir, et je dois dire que on ne peut que s'interroger sur une éventuelle dérive effectivement du régime, où on se réunit comme ça au sein d'un comité dont la nature est très très particulière, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, et dont les travaux sont effectivement protégés par le secret défense. Et donc on a une situation. Oui. Ce qui est étonnant avec cette évolution, on va dire cette extension du Conseil de défense aux questions désormais énergétiques, c'est que tout cela est malgré tout prévu par un décret 2009. Donc on pourrait se dire que eh bien les choses sont en règle et que aujourd'hui on ne peut pas interroger cette nouvelle forme de Conseil de défense puisqu'elle est légale. Oui, non, mais ça, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de légalité, et je dirais même que la légalité de la réunion d'un conseil de défense sur la question de la sécurité économique et énergétique est assez incontestable, puisque précisément c'est prévu par le décret, autant c'était relativement contestable en matière de crise sanitaire, puisque le décret se contente de faire référence à des crises majeures, donc on peut faire rentrer un peu n'importe quoi dans ces crises majeures, et le président de la République a décidé d'y faire rentrer effectivement la crise sanitaire, hein, c'était son choix. Mais effectivement, il y a une légalité quand même qui est un peu particulière parce que nous avons effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, cet article 15 de la Constitution qui prévoit que le président de la République préside les conseils de défense. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce système des conseils de défense dans notre 5e République, c'est que en général, les dispositions d'application de la Constitution, ce sont des lois simples ou des lois organiques. Or là, effectivement, il y a une loi
simple, qui est l'article L 1122-1 du Code de la Défense, qui nous dit quoi? La composition et les modalités de la convocation du Conseil de défense sont fixées par décret en Conseil des ministres. Or, qui signe le décret en Conseil des ministres? Qui décide en matière de décret en Conseil des ministres? Le président de la République. Donc moi, je me permettrais de faire cette comparaison. C'est un peu comme si le président d'une juridiction définissait lui-même les modalités de fonctionnement et les attributions de la juridiction qu'il préside. Et le décret, qui est pris en application de cette loi particulièrement laconique, qui se contente en réalité de renvoyer à un décret, prévoit que le président de la République a tout pouvoir sur la composition même du Conseil de défense. C'est-à-dire qu'il peut décider pratiquement librement, quand on lit bien le texte, qui participe à ce Conseil de défense, à la différence du Conseil des ministres, où là, on a une composition qui est complètement arrêtée, c'est-à-dire il faut être ministre pour participer au Conseil des ministres. Alors, on va continuer de parler et de ce décret de 2009 qui pose également question, et évidemment, plus généralement, de ces questions sur les conseils de défense et des différentes formes qu'il peut prendre désormais avec Guylain Benessa, Clément Schuller. Mais il est 8h et quelques, et c'est l'heure de faire un point sur l'information avec Corentin Perini. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Et pour cette table ronde, je suis toujours avec Clément Schuller, magistrat, membre du syndicat de la magistrature. Et c'est en tant que membre de ce syndicat qu'il prend la parole aujourd'hui. Il est auteur de cet ouvrage collectif, l'un des auteurs de cet ouvrage collectif, La Doxa du Covid, enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise du Covid, dirigé par Laurent Muchelli aux éditions Éoliennes. Il y a aussi cet article publié dans le magazine Futurible, Covid, état d'urgence et libertés publiques. Les libertés qui fondent la démocratie sont-elles solubles dans la lutte contre une épidémie, écrit par Clément Schuller donc, et Laurent Muchelli. Et puis nous sommes également avec Guylain Benessa, docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur d'un livre sur l'état de droit à l'épreuve du terrorisme, et de ce deuxième livre, Le totem de l'état de droit, aux éditions L'Artilleur. Alors, je voudrais, avant de vous redonner la parole à tous les deux, je vous propose d'écouter Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, à la sortie de ce fameux Conseil de défense qui a eu lieu vendredi dernier. Écoutez-la nous annoncer le plan de sobriété énergétique. Comme l'a dit la Première ministre, la réussite du plan de sobriété nous permettra d'éviter des mesures contraignantes. Nous avons d'ores et déjà mobilisé l'État, les collectivités locales et les entreprises. Certains ont d'ores et déjà fait des propositions de grande qualité. Chaque acteur a vocation à construire sa feuille de route. La réussite du plan de sobriété nécessitera la mobilisation de tous. L'État prendra sa part et sera exemplaire. Il s'agit d'efforts collectifs, proportionnés et raisonnables. Je rappelle que la sobriété, c'est la chasse au gaspillage, c'est l'attention au chauffage, à l'éclairage. Ce n'est pas demander aux entreprises de baisser leur production ou leur activité. Et je le redis, ces mesures sont indispensables pour ne pas avoir à mettre en place des mesures plus contraignantes. C'est intéressant, hein, on entend presque la même petite musique qu'on avait entendue pour le Covid. Si vous jouez bien le jeu, ça n'ira pas plus loin. Ici, ces mesures sont indispensables. On demande la mobilisation de tous, effort collectif, pour ne pas avoir à mettre en place des mesures plus contraignantes. Alors, Guylain Benessa, je sais que vous souhaitiez réagir au précédent propos de Clément Schuller, et puis également si vous avez quelque chose à dire sur cette petite musique finalement qu'on a l'impression de réentendre sur la responsabilité de tous, l'effort collectif désormais face à l'énergie, au défi énergétique. Oui, alors Clémence, je vous cache pas que je partage votre avis à l'instant, c'est-à-dire que juste la rhétorique qu'on vient d'entendre à l'instant, là, juste une question de rhétorique, puis quand j'entends la petite musique de il faut que ce soit contraignant, enfin, il faut trouver un équilibre pour que la contrainte soit contraignante, mais pas de trop, parce qu'en gros, c'est ce qu'on nous dit jusqu'à présent. On a un ton professoral de petit instituteur qui est globalement ce qu'on a entendu depuis une partie du Covid. Alors, encore une fois, au début du Covid, il y a 2 ans et demi, qu'il y ait une espèce de personnalisation du pouvoir pour aller vite, à la limite, pourquoi pas, mais on s'est bien rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, que plus on lâchait la bride et on n'avait pas non plus des chiffres de mortalité absolument démentiels par rapport à ce qui était prévu. Mais bon, parenthèse fermée, j'observe simplement que le petit ton d'instituteur revient, et personnellement, je m'en réjouis guère. Ça, on va dire comme ça. Mais plus généralement, sur cette histoire de conseil de défense.
Et cette histoire de Conseil de défense adaptée donc désormais à l'énergétique. Moi, ce qui me sidère un peu, c'est que je suis personnellement, j'ai fait mes études à une époque où on nous disait qu'au début de la Ve République, le général de Gaulle s'est quand même fait taxer de l'apôtre du coup d'État permanent par François Mitterrand pour être l'adepte de la personnalisation du pouvoir. Je rappelle que le général de Gaulle, qui était donc cet obscur autocrate, qui a quand même fait le nécessaire pour que la France s'en sorte, qui a quand même été un héros de guerre, avec évidemment les limites du personnage, mais on peut dire quand même qu'on avait le droit légitimement de considérer qu'un homme de cette stature a plutôt fait le nécessaire pour bâtir la France d'aujourd'hui. On peut dire ça comme ça. Et le respect des référendums. Et le respect des référendums, et le sens quand même d'un lien direct avec le peuple, qui était quand même la légitimité sur lequel reposait le gaullisme. La légitimité était fondamentale à l'idée même de notre Ve République. La légitimité, l'élection du chef, et l'élection et la légitimité de ses collaborateurs. Aujourd'hui, on a quand même l'équivalent, à mon sens, d'une forme de coup d'État permanent déguisé, dans la mesure où, non pas un coup d'État permanent prétendu au nom de la stature de l'homme d'État, comme l'était le général de Gaulle, de la personnalisation telle que le pratiquait le général de Gaulle, ou bien la hauteur de vue d'un homme comme le général de Gaulle. Aujourd'hui, je le dis comme ça, on a un coup d'État permanent médiocre. Médiocre au sens littéral du terme, un coup d'État moyen. C'est-à-dire, non pas quelque chose de beau, presque de romantique, dans une forme d'autoritarisme brillant et un peu épouvantable, on a un autoritarisme médiocre, moyen. C'est-à-dire qu'on a finalement un personnel politique assez moyen, une rhétorique assez moyenne, des justifications plutôt médiocres, une gestion du Covid franchement contestable, une gestion désormais de l'énergétique, on va voir ce que ça va donner, le tout matiné quand même d'un président de la République qui nous a dit en même temps qu'il fallait faire la guerre à la Russie, mais pas trop, qu'il fallait soutenir les Ukrainiens, mais pas trop. Enfin, vous voyez, le en même temps. Et finalement, cette espèce de en même temps se décline à nouveau sur le Conseil de défense. On a un Conseil de défense qui ne dit pas son nom, qui vient par la fenêtre, qui revient aujourd'hui sur l'énergétique, et toute cette espèce de médiocratie qu'on a est une médiocratie qui se décline également dans l'autoritarisme. C'est un autoritarisme soft, c'est un autoritarisme en même temps, c'est un autoritarisme cool avec finalement la jeunesse d'Emmanuel Macron comme nouvel autoritarisme. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, à chaque fois, on voit Emmanuel Macron et puis ses conseillers revêtir l'habit militaire de guerre, l'uniforme, et ressortir son répertoire guerrier. Nous sommes en guerre. Nous étions en guerre contre la Covid, désormais l'Ukraine, et puis maintenant contre l'environnement et les problèmes énergétiques. Mais finalement, ce vocabulaire guerrier qui justifie donc ces coups d'État permanents, comme vous le dites, mais qui sont finalement qui ne produisent pas d'effets réels dans la politique. C'est un coup d'État permanent poupin. Quand je dis poupin, c'est... Mais si, parce que je trouve qu'il y a un vrai paradoxe. Non, mais par-delà juste l'image, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de fascinant. On a des coups d'État de poupin, c'est-à-dire qu'on a Olivier Véran, dont c'est pas une critique physique, c'est l'idée que quelque part, il y a une espèce de jouissance d'un pouvoir qui est venu avec une forme d'hubris, mais une hubris de jeunesse. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve un peu inquiétant des fois dans cette espèce d'autoritarisme tranquille. Finalement, on en vient à trouver logique, rationnel, que quelques-uns dans une pièce décident la conduite de la marche à suivre de façon tranquille et poupine. Alors que franchement, il y a quelques décennies, on aurait quand même... Imaginez si Marine Le Pen avait fait la même chose, mon Dieu, on aurait vu les bottes de Poutine et la catastrophe Trump d'ores et déjà en France en train de prendre le pouvoir. Ça c'est sûr. Guylain Benessa, je voudrais juste vous faire réagir à ce que nous expliquait tout à l'heure Clément Schuller sur le paradoxe de ce décret de 2009 qui ouvre la possibilité d'ouvrir en effet un conseil de défense sur les questions énergétiques. Donc on est dans la légalité. Est-ce que légalité signifie forcément légitimité ? C'est toute la question à laquelle je pense que vous souhaitiez réagir tout à l'heure. Ah mais c'est le fond du débat. Oui, je suis évidemment d'accord avec M. Schuller. À mon avis, au strict sens de la légalité, il est difficile de dire que le Conseil de défense soit illégal, techniquement parlant, je veux dire juridiquement parlant. Mais il y a deux problèmes, et si je puis dire. Si maintenant, là je fais du fantasme constitutionnel incomplet, mais si demain Emmanuel Macron décidait d'actionner l'article 16 et de recourir à tous les pouvoirs, ce serait également légal au sens juridique du terme, légal. Est-ce que ce serait légitime ? Probablement pas. Est-ce que ce serait contestable ? Absolument. Mais il faut distinguer les deux. Et le problème, c'est que se cacher derrière la légalité, au sens où finalement le président de la République est en plus libre d'aborder, comme M. Schuller l'a dit tout à l'heure, le problème comme il le souhaite, puisque ça dépend d'un décret en Conseil des ministres, fait que de toute façon, c'est le serpent qui se mord la queue. Si on aborde le problème que du point de vue de la légalité, pourquoi pas ? Mais il faut rappeler, et combien de fois faut-il le rappeler, le régime de la Ve République marche
sur deux jambes parallèles et on a besoin des deux. C'est la légalité et la légitimité. Aujourd'hui, on a un gouvernement légal, mais de plus en plus, on a des pouvoirs illégitimes. Légitimes a priori parce qu'ils sont votés, mais votés de moins en moins bien, de plus en plus mal. Et j'entendais Dominique Régnier rappeler cette crise d'ailleurs tout à l'heure à votre micro. Et en fait, tant que ces deux pieds ne fonctionnent pas en parallèle, on a les oripeaux de la légalité pour une légitimité qui disparaît à petit feu et qui fait que finalement, le pouvoir devient contestable. Il n'est peut-être pas tellement contesté aujourd'hui parce que les gens ont peur. Je pense qu'on a peur des prix qui vont augmenter, de la guerre en Ukraine, etc. Tout le monde a un peu peur. Il n'empêche que dans cette espèce de petite angoisse sourde qui jaillit au quotidien, il ne faudrait quand même pas qu'on aille vers une espèce d'exception qui, sur tous les plans, tend à verrouiller notre système sanitaire, énergétique, militaire, etc. Alors, Clément Schuller, on se tourne vers d'ailleurs à un autre point que je trouve absolument très intéressant, c'est cette... On va utiliser les mots un petit peu forts. L'utilisation de la peur par le gouvernement depuis maintenant 2 ans, donc guerre et peur. Guerre contre la Covid, peur de la Covid et désormais peur d'une crise internationale grave qui est certainement légitime et peur également d'une crise énergétique désormais. Cette peur permet aussi de passer dans ce régime, tout à l'heure que j'ai nommé des exceptions, mais dans ces statuts d'exception en tout cas. Clément Schuller. Oui, à l'évidence. Et c'est vrai que lorsque on entend effectivement cette ministre à la sortie du Conseil de défense prononcer ces paroles, on ne peut que remarquer qu'elle utilise finalement une rhétorique de l'escalade de la menace en disant bien sûr nous ne prendrons pas de mesures contraignantes maintenant, mais si c'était nécessaire et si effectivement vous vous comportiez mal, mes petits-enfants, eh bien nous pourrions arriver à la contrainte. Et puis par ailleurs, il y a aussi une forme de militarisation de façade du régime. Alors je dis pas que c'est une vraie militarisation, mais quand même toutes ces dispositions relatives au Conseil de défense, ce sont des dispositions qui sont prévues par le Code de la défense nationale. Alors certes, la défense nationale, ce n'est pas que l'armée, mais c'est essentiellement quand même l'armée. C'est le Code de la défense nationale qui prévoit l'état de siège, qui prévoit l'état de guerre, qui prévoit les réquisitions militaires, qui prévoit l'organisation de l'armée, etc. Donc on a quand même dans la rhétorique une évolution vers une forme de militarisation de façade du régime. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est quelle sera la prochaine étape, hein. Donc effectivement, on a eu des conseils de défense sanitaire, on a eu des suspensions absolues des libertés individuelles à l'occasion de la crise sanitaire. Donc après le Conseil de défense énergétique, on aura certainement le Conseil de défense éco-climatique qui nous annoncera peut-être de graves restrictions des libertés individuelles fondées sur la nécessité de prendre des mesures protectrices de l'environnement. Mais ça commence à arriver d'ailleurs, on voit Le Parisien titrer et annoncer que est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un pass carbone qui compte le nombre, l'énergie dépensée par chaque citoyen. Ils prennent comme prétexte les sorties en jet privé de certains oligarques et finalement derrière on sait bien que ça va retomber sur le citoyen lambda. On commence à entendre cette petite idée d'un contrôle plus restrictif, notamment avec les compteurs Linky aussi sur la dépense énergétique. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, chaque nouvelle crise, qu'elle vienne d'un domaine différent, on répond par la même rhétorique guerrière. Et finalement, il y a une question qu'on se pose. Est-ce qu'on est de plus en plus dans une crise très grave et de plus en plus guerrière? Est-ce que finalement nous sommes vraiment en guerre depuis 2 ans? Ou est-ce que c'est seulement la rhétorique qui nous fait nous enfoncer dans ce processus guerrier? Clément Schuller, oui, d'abord. Ouais. Oui. Bon, moi, à l'évidence, moi, je répondrai très clairement que nous ne sommes évidemment absolument pas en guerre. Voilà, la guerre, c'est pas ça. Les armes parlent, il y a des morts dans les rues, il y a des villes bombardées. Donc, nous ne sommes absolument pas en guerre. Et c'est vrai que cette utilisation de la rhétorique guerrière est quand même très inquiétante dans un contexte où, effectivement, on a eu aussi, peut-être un peu moins maintenant, mais une marginalisation des pouvoirs du Parlement et une reconcentration très forte du pouvoir entre les mains, pas seulement de l'exécutif, mais du président de la République tout seul. Voilà. Guilain Benessa.
Oui, alors, totalement d'accord avec M. Schuller. À mon sens, l'idée, déjà, la rhétorique de la guerre ne s'est pas vraiment justifiée il y a 2 ans et demi, elle ne se justifie encore moins depuis 2 ans. C'est même délirant qu'on ait pris l'habitude d'en passer par là, en quelque sorte. Et puis, plus généralement, mais là, je dépasse la situation de l'énergétique ou du Covid. Moi, je pense que la question du Conseil de défense ou de la multiplication de cette espèce de comitologie, pour moi, est la marque de fabrique d'un nouveau régime dans lequel on est arrivé, littéralement, qui est une forme de libéralisme soviétique. C'est-à-dire qu'on est dans les deux en même temps. Je disais tout à l'heure, cette espèce d'autoritarisme poupin, c'est également une forme de libéralisme soviétique. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un régime libéral dans la mesure où on a quand même un gouvernement qui, officiellement, est extrêmement à la page sur les questions comme les dysphories de genre, sur le fait de modifier son sexe, sur le fait d'être sur ce qu'on appelle, en fait, j'ai tendance à dire, l'autoconstruction. C'est-à-dire, on se construit soi-même comme on le veut, on se démonte, on se remonte, et on a des droits pour le faire. Et en même temps, qu'on a cette espèce de libéralisme qui est quand même le libéralisme 3.0, on pourrait dire ça comme ça, on a en même temps un libéralisme soviétique dans la mesure où il y a d'une part une bureaucratie galopante, une bureaucratie incontestablement. La bureaucratie, ça commence par 2 types dans un bureau. En l'occurrence, le Conseil de défense, c'est 2 types dans un bureau. Alors 2 types à un très haut niveau, puisque ce sont des ministres, mais c'est quand même 2 types dans un bureau. On rajoute 2 femmes, si vous voulez, pour faire un peu pour respecter les quotas, mais on a quand même globalement 2 types dans un bureau qui discutent. Ça s'appelle de la bureaucratie. Et d'autre part, ce que j'observe aussi, c'est que cette faculté que chacun surveille l'autre. On parle souvent de Big Brother. En parlant je sais que Michel Onfray parle souvent d'Orwell pour parler de. Il n'a pas tort là-dessus. Je veux dire, l'ouvrage de Michel sur Orwell, il est très juste sur cette question. Mais plus qu'Orwell, moi, j'en viens à penser effectivement un régime soviétique. Pourquoi ? Parce que dans l'idée soviétique, l'idée, c'était précisément ça. C'est que tout le monde se contrôlant constamment, on a l'idée que le parti a finalement des subalternes qui sont les citoyens qui font le travail en quelque sorte. Or, les questions écologiques, les questions de malus écologique, les questions de citoyenneté de demain qu'on voit apparaître en Chine dépendent largement d'une forme de pouvoir, de dénonciation qu'on a vu pendant le Covid d'ailleurs. Donc, il y a bureaucratie, concentration du pouvoir, délation, citoyenneté de demain, qui est en fait une citoyenneté rétrograde. Je trouve ça très inquiétant que ça se passe au moment même. On a tendance à graver dans le marbre des formes de comitologie, de comités qui décident en lieu et place du Parlement. Guilain Benessa, il y a quand même quelque chose de très paradoxal dans ce qui se passe. En fait, vous parlez de libéralisme soviétique, de ces conseils fermés, privés, soi-disant au nom de défense des intérêts nationaux. Et pourtant, on n'a jamais vu, jamais lu autant de scandales de cabinets de conseil américains, notamment McKinsey en premier, mais il y en a d'autres, qui viennent influencer ces conseils de défense et nos gouvernements. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Vous voyez un paradoxe ? Moi, j'en vois pas. C'est-à-dire qu'au contraire, il y a une logique, c'est terrifiant peut-être, mais il y a une logique qui est que, je disais tout à l'heure, ce libéralisme souriant qui est soviétique en même temps. Il est souriant parce que ce libéralisme-là, pour moi, fondamentalement, le mondialisme, ou le progressisme, on va dire, s'interpénètre constamment. C'est-à-dire que l'agenda est fixé. Moi, j'ai horreur des critiques qui disent « oui, c'est complotiste, etc. » La question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a une progression idéologique qui prend les armes de gouvernements qui se ressemblent. Si vous prenez le Canada de Trudeau ou la France de Macron, c'est environ la même chose. La rhétorique est la même, l'avancée est la même, et il y a une forme d'américanisation du monde qui se dessine derrière cette idée-là. Donc le fait que des cabinets de conseil qui sont les marqueurs d'une idéologie progressiste. Un cabinet de conseil, c'est quoi ? C'est des gens qui, dans le privé, conseillent aux entreprises, chuchotent à l'oreille des entreprises. C'est-à-dire, savent quel est l'agenda à qui il faut suivre aujourd'hui pour arriver à une bonne gouvernance. Vous savez, le terme à la mode, depuis maintenant longtemps. Et comme par hasard, une bonne rentabilité. Une bonne rentabilité, mais que gouvernance, rentabilité aille de pair avec progressisme idéologique, c'est-à-dire contrôle des armes, contrôle des vaccination obligatoire, crise du Covid, etc. Ça me paraît aller de pair parce que précisément, c'est une forme de souffler, de chuchoter dans l'oreille des grands pour aller dans le bon sens idéologique. Et on le voit dans toutes les sphères d'entreprise aujourd'hui où de plus en plus, vous savez, vous avez des chartes des entreprises pour aller vers plus de droits aux minorités, plus de droits à la diversité, etc. Je pense que tout ça relève d'un agenda global qui est logiquement défendu par les mêmes, qui souffle à l'oreille des grands, tout simplement. Clément Schuller, sur ce paradoxe entre McKinsey, les conseils américains, de plus en plus présents dans notre gouvernement, et pourtant cet conseil de défense de plus en plus développé, soi-disant pour lutter contre les influences étrangères. Comment vous expliquez ça, vous ? Alors, moi non plus, comme Guilain Benessa, je ne vois absolument aucun paradoxe là-dedans. Quand effectivement,
on exerce le pouvoir de manière secrète, comme c'est le cas dans les conseils de défense, puisqu'ils sont couverts par le secret défense pendant 5 ans, eh bien on peut écouter tous les conseils, d'où qu'ils viennent. On peut même inviter dans ces conseils de défense qui on veut. Donc, en réalité, il n'y a absolument aucun paradoxe, c'est-à-dire que effectivement, les influences qui peuvent s'exercer sur tout gouvernement, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, sociales, amicales, et que sais-je encore, eh bien, effectivement, peuvent s'exercer de manière d'autant plus facile qu'elle s'exerce dans un total secret, une totale opacité. Alors, dernière question, là je pose une question juridique. Finalement, quels sont les outils que nous avons en main pour mettre en place des contre-pouvoirs qui visiblement n'existent pas dans ce Conseil de défense? Je commence par Clémence Fleur et ensuite Guilain Benessa. Alors, outils juridiques. Je pense qu'il y a le problème de l'équilibre des institutions, c'est-à-dire que en réalité, on vit dans un système où l'équilibre institutionnel devrait exister, où une véritable séparation des pouvoirs devrait exister. La question, c'est effectivement quid de l'indépendance de la justice d'une manière générale, de la justice administrative, de la justice judiciaire, quid des pouvoirs du Parlement. Je vous rappelle que le Parlement ne maîtrise pas son ordre du jour, de par la Constitution. Donc, je pense que en réalité, l'équilibre institutionnel, il devrait venir qu'on peut attendre dans une société qui a qui connaît une véritable séparation des pouvoirs, mériterait quand même, à tout le moins, qu'on réfléchisse à réformer les institutions de manière sensible. Et après, il y a une pratique institutionnelle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a pas de majorité absolue au Parlement. Est-ce que les pouvoirs du Parlement sont pour autant augmentés de ce fait? L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, moi, personnellement, je n'ai pas véritablement constaté. Est-ce que ce décret, par exemple, dont on parle depuis tout à l'heure, de 2009, est-ce qu'il pourrait être remis en question par l'un ou l'autre de l'une ou l'autre de nos institutions, par le Parlement, par exemple ? Ce serait bien difficile parce que effectivement, sans avoir l'initiative législative, la seule manière en réalité de mettre de côté ce décret, ça serait effectivement de prendre une loi en application de l'article 15 de la Constitution, voire tout simplement modifier l'article 15 de la Constitution par le biais d'une révision constitutionnelle. Mais actuellement, l'équilibre institutionnel et l'équilibre des forces politiques, à mon avis, ne le permet absolument pas. Guilain Benessa, est-ce que vous voyez une porte de sortie des contre-pouvoirs qui peuvent se mettre en place aujourd'hui dans les institutions dans lesquelles nous sommes? Alors, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. On est bloqué par le fait même que je ne vois même pas quelle procédure on pourrait envisager aujourd'hui pour remettre en cause un Conseil de défense qui relève d'un décret de 2009. Je veux dire là, techniquement parlant, sur un strict point juridique, je trouve ça compliqué. Par contre, évidemment, ce que je vais dire, on ne va pas arranger nos affaires. Clémence, dans la mesure où c'est une solution qui est d'ores et déjà tuée dans l'œuf, mais je rappelle quand même, et on l'oublie, les Français l'oublient, à mon avis, beaucoup. On l'oublie tous, on a tendance à l'oublier. La première des sanctions que le général de Gaulle avait en tête lorsqu'il a inventé la Constitution, la première des sanctions, c'est le vote. C'est-à-dire le fait de marquer la désapprobation à l'égard du président de la République qui doit démissionner à l'occasion de sa défaite. Le code génétique de nos institutions est fondé sur le départ du chef qui subit la déculottée. Le problème, c'est qu'après toutes ces déculottées, plus personne ne part. Donc en fait, vous avez des élections qui se poursuivent, vous avez une désapprobation massive des gens parfois, ça ne donne lieu à aucune sanction. Ce qui fait que concrètement, comme on dirait dans le jargon, roule ma poule, ça continue, on va jusqu'au bout du mandat. Mais là où je veux en venir, c'est que du coup, si on avait une 5e République qui marchait bien, et je me situe à un plan, à la jointure entre politique et droit. En réalité, le président de la République, Emmanuel Macron, s'il devait perdre les élections intermédiaires, les européennes, les régionales, etc., devrait partir, si son parti En Marche perdait les élections. Ce qui veut dire qu'il y aurait une forme de désapprobation du peuple marquée, dont il tirerait les seules conséquences, qui s'appellent la démission. Évidemment, vu que ça n'arrivera pas, on peut largement douter, puisque malgré les gilets jaunes, la crise du Covid, etc., il a été réélu de façon quand même relativement confortable. Ça veut dire que concrètement, ni juridiquement, ni légitimement, ni politiquement, il n'y a véritablement de levier pour tenter de modifier la trajectoire. Et d'ailleurs, plus généralement, je vous le disais tout à l'heure, moi je suis sceptique d'autant plus que je pense qu'en réalité, c'est l'évolution même de notre régime qui se joue. C'est-à-dire que ce soit Macron ou Édouard Philippe après lui,
pourra douter que ça se poursuivra, il y aura une espèce de narratologie, une narration qui est en train de se mettre en place et qui continuera. De toute façon, c'est le code génétique nouveau de notre régime en train d'être modifié. Voilà, de belles perspectives que vous nous ouvrez là, Guilain Benessa. Je rappelle que vous êtes auteur de L'état de droit, l'épreuve du terrorisme et de ce livre Le totem de l'état de droit aux éditions L'Artilleur. Merci à vous également, Clément Schuller, membre du syndicat de la magistrature, magistrat, auteur participant à cet ouvrage collectif La doxa du Covid, enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise du Covid, dirigé par Laurent Micheli aux éditions Éoliennes, et puis de cet article chez Futurible, publié en juillet-août 2022, Covid, état d'urgence et liberté publique. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.